On va parler semi-direct sous couvert végétal. Alors, je vous cite mes sources. Alors, pourquoi parler semi-direct sous couvert végétal? Bien sûr, c'est parce que c'est un candidat sérieux à l'agroécologie en tant que système de production. Donc, on s'y est intéressé. Alors, à Arvalis, avec un petit temps de retard par rapport aux agriculteurs, puisque les agriculteurs, c'est une innovation qui ne vient pas ni des instituts, ni de l'INRA, on pourrait dire, mais vraiment des agriculteurs, puisque eux sont partis. Et à un moment, ils se sont retournés et ils nous ont dit venez voir ce qui se passe chez nous, c'est intéressant. Voilà un peu l'historique de la démarche. D'ailleurs, vous avez 2 agriculteurs dont je vais présenter les résultats qui sont au fond de la salle là-bas. Donc les sources, les voici. Donc un essai spécifique chez un agriculteur en grande parcelle à Oraison, chez Daniel Brémond, qu'on conduit depuis 2013 avec lui. L'autre source, c'est un réseau un peu plus national que j'ai le plaisir d'animer, d'agriculteurs en grande culture qui sont dans ce système semi-direct sous couvert depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a délibérément essayé de travailler avec des gens qui avaient un historique dans ce système, qui ne venaient pas juste de s'y mettre. Et puis, plus localement, un CASDAR qui est en train de se terminer, qui est dans sa dernière année, CASDAR agroécologie, porté par la Chambre d'agriculture du 04, avec Agribio 04, dans lequel on a suivi des parcelles d'agriculteurs sur justement le plateau de Valençol, dont on a déjà parlé, et globalement le Val de Durance. Voilà, donc tout ce que je vais vous montrer vient de ces références. Alors, à quoi ça ressemble? Quand on travaille avec couvert vivant, c'est-à-dire quand on dit semi-direct sous couvert végétal, on peut travailler avec des couverts détruits, c'est-à-dire avoir 0 interculture, un sol toujours couvert, ça c'est le principe, mais on peut détruire le couvert lorsqu'on sème la culture suivante, ou on peut le laisser, ce qui est encore un peu plus innovant si on peut dire, ou en tout cas extrême par rapport aux pratiques actuelles. Donc là c'est des photos de tournesol, de blé et de maïs avec du couvert présent pendant la culture. Donc là on parle de couvert vivant. Alors, évidemment, pour réaliser ça, vous pensez bien qu'il y a des défis techniques à relever, et ils sont nombreux. D'abord, il y a le choix du couvert, ou des couverts qu'on va utiliser dans la rotation selon les différentes cultures. En général, dès qu'on s'adresse à des céréales ou des grandes cultures, on essaye de mettre des légumineuses comme couvert pour qu'ils ne consomment pas d'azote, mais qu'au contraire, dans la rotation, ils en libèrent. Il y a bien sûr les problèmes d'implantation, réussir la levée et des couverts et des cultures. Et puis, bien sûr, gérer la compétition du couvert sur la culture quand on travaille en couvert vivant, ou gérer les relibérations d'azote quand on travaille en couvert mort. Alors, pourquoi se compliquer la vie autant, si on peut dire ça? C'est que, bien sûr, les agriculteurs ont vu de nombreux avantages au système. Le premier, c'est vis-à-vis du sol, ce dont on parle depuis ce matin. Quand on couvre toujours le sol, on a un sol qui d'une part va avoir une structure qui ne se dégrade pas ou beaucoup moins par les tassements, etc. Et puis qui est toujours protégé des agressions, notamment climatiques, que ce soit le sec ou que ce soit le trop humide, comme des inondations. Donc on a un mulch de surface qui va limiter l'évaporation. Donc l'ETP, le fameux ETP que je vous montrais ce matin, pour être honnête, en système méditerranéen, on hésitait à mettre en place des couverts vivants parce qu'on se disait déjà qu'il n'y a pas assez d'eau pour les cultures. Si en plus je mets entre les cultures des couverts qui, même s'ils ne sont pas trop grands, vont quand même pomper un peu d'eau, je vais encore dégrader les systèmes. Force est de constater que ce n'est pas le cas, voire même l'inverse. C'est-à-dire que cet effet de limitation complète de l'évaporation fait qu'on a un gain en bilan hydrique. Alors, pas dans tous les cas, etc., mais en tout cas qu'il n'y a pas de grosses contre-indications à travailler comme ça, même en système méditerranéen, vis-à-vis de l'eau. Meilleure décomposition des matières actives. Bon, là c'est parce que la vie du sol, la vie biologique du sol, notamment dans les premiers centimètres, est entre guillemets boostée par ces pratiques. Donc on a toujours des bactéries, des micro-organismes, des vers de terre, ça c'est ce qu'on voit, qui sont actifs et qui vont donc dégrader la matière organique ou tout ce qui a pu être tombé au sol. Stockage de carbone, augmentation de la matière organique et de la vie du sol. Alors,
Bon, on y reviendra peut-être un peu, je vais pas être trop technique, je vais passer, mais voilà, c'est des aspects aussi à prendre en compte. Le premier gain pour l'agriculteur, c'est avant tout une économie de temps et de gasoil. Ça, tous les agriculteurs le disent quand ils passent à ce système. Je ne laboure plus, donc j'économise des chevaux, du gasoil, des gros tracteurs, et j'économise du temps passé à faire du travail du sol. Or souvent, c'est du temps qui sera reporté sur de l'observation des cultures. Alors ça, c'est les forces. Évidemment, pour brosser un tableau, je l'espère un peu honnête du système, il faut parler des faiblesses, car il y en a. Souvent, on observe des baisses de rendement, notamment les premières années dans la phase où l'agriculteur essaye un peu de s'approprier le système, parce que ce n'est pas facile à maîtriser, c'est très technique. Une dépendance au glyphosate, alors pas tellement en quantité, parce que quand on mesure les quantités employées par rapport à des gens qui sont en travail en TCS, un travail simplifié, il n'y a pas plus de glyphosate employé en semi-direct sous couvert. N'empêche que si le glyphosate était interdit brusquement du jour au lendemain, les systèmes en semi-direct sous couvert seraient bien embêtés pour le remplacer et pour continuer dans cette voie. Et puis aussi des bioagresseurs, puisqu'on ne les dérange pas par un travail du sol, les limaces, les mulots, les campagnols, les sangliers, les blaireaux, j'en passe et des meilleurs, hein, tout ça, on a un peu plus de dégâts en semi-direct sous couvert qu'en travail du sol. Alors ça, c'est une photo, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est pris hier, pas loin de la Durance, hein, à Oraison, dans une parcelle en blé, en conventionnel. Donc je ne vous fais pas un dessin, vous avez vu ça en passant sur les routes aujourd'hui, hein, des parcelles en conventionnel qui, une fois que la profondeur du labour est rechargée en eau, bah, ça dégueule, l'eau, il faut bien qu'elle s'échappe quelque part, et les parcelles sont complètement noyées. Ça, c'est de l'autre côté du chemin, hein, je me suis tourné et j'ai photographié, c'est l'essai qu'on a en semi-direct sous couvert chez l'agriculteur. Bien sûr, aucune trace d'hygromorphie. Alors je ne vous dis pas que s'il pleuvait pendant 10 jours comme ça, il n'y en aurait pas, hein, mais en tout cas sur des pluies, des épisodes comme on vient de vivre, pas de souci sur les parcelles en semi-direct. Et voilà ce que ça donne hein, sur la parcelle en conventionnel. Si l'eau et la terre restaient dans la parcelle, ce ne serait pas grave. Hein, le problème, c'est qu'évidemment, même avec une légère pente, on a de la terre qui s'échappe, qui va sur les routes, qui va partout. Donc c'est de la terre perdue, bien sûr, pour la parcelle. Alors, quand on interroge les agriculteurs, alors ça c'est sur la France entière, une enquête qu'on a faite cet été, sur quelles sont les motivations, pourquoi ils sont allés sur ce système de semi-direct sous couvert. Vous voyez qu'un bon tiers, en jaune, répond fourniture de minéraux, nutrition des plantes. Hein, ils ont d'abord pensé à la bonne nutrition de leur culture en mettant un peu moins d'engrais. Hein, voilà l'idée. Ça motive pas mal d'agriculteurs. En orange, structure et vie du sol. Bon, les deux sont liés, bien sûr. Hein. Donc on peut dire que plus de la moitié des agriculteurs va dans ce système pour des préoccupations de fertilité du sol, de vie du sol et de nutrition des cultures, plutôt par le sol que par des engrais. Ça, c'est la majorité. Puis ensuite, on retrouve réduction des intrants, on retrouve production de fourrage, puisque les couverts peuvent faire des fourrages, bien sûr, diminuer le travail du sol, déplafonner le rendement. Donc ça, c'est le camembert de gauche. À droite, qui étaient les motivations, à droite, est-ce que ça a engendré des modifications de pratique? Alors désolé, c'est écrit petit, je ne sais pas si vous voyez, mais disons 20% n'ont pas modifié leur pratique par rapport à... Enfin, ils déclarent ne pas avoir modifié leur pratique en termes de conduite des cultures, sauf le travail du sol, évidemment. Un bon tiers disent avoir réduit l'azote, 30% réduction des pesticides, 9% employé du glyphosate en post-semis. Alors c'est un peu contradictoire avec réduction des pesticides, mais ça peut être d'autres produits phyto ont été réduits, mais il y a l'emploi du glyphosate si on veut détruire les couverts. Et puis désherbage sélectif du couvert pour 13%, puisque si vous voulez les deux alternatives, c'est soit on détruit le couvert, en général chimiquement, soit on le régule, c'est-à-dire on désherbe avec un désherbant de la culture, donc là c'est pas du glyphosate, mais à des doses qui vont désherber sans tuer le couvert. Donc vous voyez un peu la finesse de la chose, tout ça c'est à mettre au point, mais l'idéal ce serait ça bien sûr pour diminuer les phytos. Alors
là, je passe à mes deux agriculteurs qui sont au fond de la salle. Donc, pour respecter l'anonymat, j'ai mis A et B, mais je peux les citer. Est-ce que je peux les citer? Oui. Alors, donc, Guillaume Joubert et Daniel Brémond, voilà, ils sont au fond. Donc, si vous avez des questions à leur poser, c'est eux les spécialistes. Donc ça, c'était une petite étude alors, sur leur rotation. Vous voyez qu'un des piliers, c'est la rotation variée. On parlait de la biodiversité, hein, c'est la rotation qui fait la diversité. Le deuxième, c'est le non-travail du sol. Et donc le troisième, bah, c'est l'emploi des couverts. Alors, donc des rotations variées, céréalières, mais avec de multiples cultures, les semences, on en a parlé ce matin, etc. Des légumineuses, voilà. Et donc, j'ai essayé, alors c'est sur leurs données 2014, donc ça commence à être un peu ancien, ils ont déjà changé leur pratique entre-temps, mais de quantifier l'efficience des intrants chez eux par rapport à ce qu'on connaît en conventionnel. Alors, prenez ce que je vais vous montrer avec des pincettes, c'est deux exploitations dans dans une région donnée, ça ne vaut pas pour le système semi-direct dans son ensemble. Hein, c'est deux exemples. Mais voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui est représenté là-dessus? En fait, il est représenté la quantité, alors, soit d'azote, le premier histogramme, soit l'eau, le deuxième, soit le gasoil, le troisième, soit les matières actives, produits phyto, le quatrième. Hein, donc, je répète, l'azote, le premier, l'eau, les mètres cubes d'eau d'irrigation utilisés, le deuxième, le gasoil, le troisième, les matières actives phyto, le quatrième. En couleur, c'est l'exploitation en semi-direct sous couvert. En grisé, c'est sa référence en système conventionnel. Il s'agit soit du voisin qui avait exactement les mêmes rotations, les mêmes terres, etc., et qui était disponible pour l'étude, soit un système reconstitué, ferme type de référence du milieu. Donc on voit quoi? On voit que sur des systèmes encore relativement jeunes, parce que c'est quand même le cas, ce qui se démarque, c'est l'efficience d'utilisation du gasoil. C'est-à-dire que par litre de gasoil consommé, la production de culture en tonnes de matière sèche est bien meilleure dans ces systèmes-là. Enfin, dans ces systèmes-là. Dans ces deux exploitations-là, mais ça, pour le coup, on le retrouve dans toutes les exploitations en semi-direct sous couvert. Donc, on produit plus avec moins de gasoil. Par contre, vous voyez qu'au problème de représentativité près, hein, on ne voit pas de différence flagrante ni en azote, ni en eau consommée, ni en matière active. Ce qu'espèrent les agriculteurs et tous ceux qui s'intéressent au système, c'est qu'au fil des années, il y ait aussi des gains d'efficience de l'eau, de l'azote, des matières actives dans ce système. Mais pour l'instant, soyons honnêtes, on ne voit qu'une différence en termes de litres de gasoil, ce qui est déjà ça. Alors, comment on le réalise? Pour terminer, pour vous donner une petite idée, donc ça c'est un semis de blé de cet automne-là, dans de la luzerne qui repousse avec un précédent maïs. Donc vous voyez, le sol il est doublement couvert là parce que j'ai les précédents, j'ai les pailles du maïs et de la luzerne qui avait été semée dans le maïs, qui va pousser en même temps que le blé. Voilà, je vous propose de voir 28 secondes de vidéo sur un semis dans ces conditions-là. Alors, donc c'est très court, regardez bien. Par contre, je pense que je me suis bien rapproché du sol, donc voilà. Donc Daniel Brémond dans son tracteur qui sème dans du blé. Alors là, ça fait du bruit, donc je vais le laisser passer. Donc voilà, un semoir un peu particulier, un semoir à semi-direct, qui, avec des disques que vous avez vus à l'avant, des gros disques ouvreurs qui vont tracer un sillon. Et vous voyez les sillons là entre le blé. Donc les graines sont déposées dans le sillon. Il n'y a aucune perturbation du sol de chaque côté du sillon. Voilà le principe. Donc avec ça, on peut semer, je dirais, presque dans n'importe quoi. Et plus les années passent, plus le sol étant fertile, on réussit ces semis de cette manière-là, chose qui paraissait un peu incongrue aux agriculteurs adeptes d'un beau labour. Voilà. Donc là, c'était du sainfoin semé dans du blé au printemps, comme ça se faisait avant par les éleveurs, pour implanter le sainfoin dans du blé. Pour synthétiser et terminer, voilà. Alors, ce couvert, il peut être bien sûr, enfin, ce système peut être mené avec irrigation ou sans irrigation, et là, les choses changent, je dirais. Hein. Puisque, en fait, sans irrigation,
si on prend 4 critères très importants pour la maîtrise de ce système, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est bien évident, tous ces concepts séduisants intellectuellement, agroécologiques, ne valent que si les agriculteurs sont capables de les maîtriser et de les mettre en œuvre. Si ça reste des beaux concepts intellectuels, mais qu'on n'est pas capable de le faire dans des parcelles agricoles, de mon point de vue, ça ne fonctionne pas. Donc pour le mettre en œuvre, sans irrigation, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il faut réussir à faire lever des couverts, aller faire lever des couverts en été en régime méditerranéen. Bon, ben c'est déjà mort ça, hein. Donc on ne peut pas les faire lever en été. Donc on va avoir l'interculture d'été qui va être nue. Mais si on a du sol nu, on va avoir un sol qui va se dégrader, hein. Vous voyez le cercle. Donc, pour mettre en place ces couverts et les réussir, le fait de disposer d'irrigation, c'est très important. Je ne dis pas d'avoir beaucoup d'irrigation, je veux dire d'avoir la possibilité d'irriguer pour pallier à un climat très sec à des moments de l'année qui sont aujourd'hui complètement aléatoires. Hein, donc le petit bonhomme, il fait la grimace sans irrigation, il est un peu plus content, même si ça reste difficile, technique et tout, avec de l'irrigation. J'ai mis, vous voyez, avec irrigation à coût compatible grande culture. Alors ça, c'est encore un autre débat qui n'est pas celui d'aujourd'hui, hein, mais vous savez très bien que les grandes cultures, hors semences étant des cultures à faible rentabilité, si l'irrigation est possible mais à un coût très élevé, on ne va pas l'utiliser pour faire lever un couvert ou pour sécuriser un blé dur, hein. Donc voilà, il faut aussi des coûts compatibles avec les aspects technico-économiques. Sur la réussite des cultures, c'est la même chose. On en a parlé ce matin, j'y reviens pas. C'est beaucoup plus sécurisé et facile avec l'irrigation qu'avec le climat méditerranéen. La sensibilité au climat, c'est la même chose. Alors c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'avec l'irrigation, comme on aura la possibilité de respecter, de faire des biomasses importantes, de couverts, de cultures, on aura vraiment un sol toujours couvert, alors que c'est très difficile de garder le sol toujours couvert en système au sec. Et s'il n'est pas couvert, il se dessèche, il se compacte, etc., etc. Et on retombe dans des échecs, enfin, ou des semi-échecs qui conduisent à remettre le labour parce que ça veut dire qu'on n'a pas pu se débrouiller dans ce système-là. Et donc, pour finir, maîtrise globale du système. Aujourd'hui, oui, avec l'irrigation, hein, c'est ce qu'on voit chez les agriculteurs. Aujourd'hui, non, c'est encore en phase de mise au point, sans irrigation, et c'est beaucoup plus dur.